Salut et bienvenue dans ce troisième épisode de Notre pain de ce jour. Alors j'avais sorti le premier épisode il y a très longtemps, le deuxième est beaucoup plus récemment. Et là en ce moment j'ai envie de parler un peu des livres qui me plaisent, donc je vais sûrement sortir pas mal de vidéos de cette série Notre pain de ce jour dans un futur proche. Alors aujourd'hui on parle des jeunes filles de Henri de Monterland. Alors ça c'est le livre que j'ai d'ailleurs en deux exemplaires, je l'aime tellement ce livre que je l'ai acheté deux fois. Mais donc du coup c'est le premier tome d'une série de quatre livres intitulés donc Les jeunes filles. Donc le premier c'est Les jeunes filles tout simplement, et ensuite vous avez euh, Pitié pour les femmes, Le démon du bien et Les lépreuses. Donc une tétralogie voilà, qui s'intitule Les jeunes filles. Notez qu'un de ces livres n'est pas comme les autres, hein, voilà, je vous laisse deviner lequel. Hein. En fait, l'éditeur s'est dit, bon, bah, c'est une série de 4 bouquins, on va rééditer les 3 premiers, mais on va pas rééditer le dernier. Comme ça, si vous voulez la conclusion de toute l'histoire, eh ben, vous pourrez pas, ou il faudra galérer et l'acheter d'occasion sur Internet. C'est super chiant, mais bon, c'est comme ça, c'est une logique économique de la part des éditeurs, il faut croire. Bon, on va d'emblée mettre de côté en fait ces trois bouquins dont on va pas parler en fait dans la vidéo, pour se concentrer uniquement sur le premier tome, Les jeunes filles. Mais alors avant ça, un petit mot rapidement sur l'auteur. Henri de Monterland, c'est pas un nom très connu comme ça, pourtant il a été quand même édité dans la Pléiade, donc c'est pas non plus n'importe qui, hein, ça pose quand même un peu les bases, voilà, quand un auteur est édité dans la Pléiade. Mais c'est un peu un auteur de deuxième catégorie, entre guillemets. Quand on pense littérature française, en fait, normalement, il y a des noms un peu universellement reconnus comme ça, de tous, qui viennent à l'esprit. Le nom le plus classique, le nom par excellence, je pense, quand on dit littérature française, c'est Victor Hugo, très souvent le premier nom qui ressort. Et puis en vrac et de manière non exhaustive, on aurait Corneille, Racine, La Fontaine, Molière, Proust, Balzac, et puis un peu plus récemment, par exemple, Camus. Monterland, il viendrait assez tard finalement dans cette liste des auteurs, et pourtant je pense que c'est un type qui en impose. Euh, alors sa mort déjà, le mec s'est suicidé, assez vieux quand même, mais je trouve que la méthode est quand même assez intéressante, c'est-à-dire que il voulait vraiment être sûr et certain d'en finir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé d'abord du poison, du cyanure, et ensuite, immédiatement après, il s'est tiré une balle dans la bouche. Comme ça, au moins, il était sûr de réussir son coup. Voilà. Bon, c'est quand même un personnage assez important dans son époque, hein, mais qui a quand même fait beaucoup parler de lui, même si maintenant, du coup, il est un peu tombé dans un semi-oubli. Je crois qu'il y a une place à Paris qui s'appelle la place Henri de Monterland. Euh, Bon, bah, je passais devant par hasard et je l'ai vu, mais bon, enfin bon, bref, aucune importance. Donc les jeunes filles, de quoi ça parle? C'est un écrivain à succès qui s'appelle Pierre Costal et qui vit au début du XXe siècle, donc dans l'entre-deux-guerres, ça se passe en 1926-1927. Il a beaucoup d'admiratrices avec qui il tient une correspondance, et en fait voilà l'intrigue tout simplement. Vous avez un homme qui a du succès auprès des femmes et on suit un petit peu sa vie. Mais c'est un personnage qui est en fait un anti-héros. Donc je vous lis d'ailleurs la note de l'auteur qui précède le roman, qui donne le ton, voilà, c'est un avertissement, vous voyez. Donc l'auteur fait observer ici qu'il a peint en Costal un personnage que, de propos délibérés, il a voulu inquiétant, voire par moments odieux, et que les propos et les actes de ce personnage ne sauraient être sans injustice prêtés à celui qui l'a conçu. L'auteur a fait du personnage central de la Rose de Sable, le lieutenant Oligny, donc la Rose de Sable c'est évidemment donc un autre roman de Henri de Monterland, donc le lieutenant Oligny, un homme doué des plus hautes qualités morales, patriotisme, charité, horreur de la violence, passion de la justice et souffrance devant l'injustice, souffrance au point d'en être malade, sensibilité et scrupules presque excessifs, sens de la solidarité humaine, souci allant jusqu'à la manie de se gêner pour les autres et d'essayer de ne pas leur faire de tort, etc. Ce personnage, aussi central que celui de Costal l'est ici, occupe la majeure partie d'une œuvre de près de 600 pages, et maintes détails lui donnent cette apparence autobiographique que certains veulent trouver à Costal.
On peut se demander si la critique et le public, lisant La Rose de sable, prêteraient à l'auteur la même abondance de vertus qu'ils lui ont prêté d'abondance de vices après lecture des jeunes filles. Henri de Monterland, 1936. Voilà, ça donne le ton. Ça donne le ton donc du personnage un peu abject dont il est question ici, donc Pierre Costal. Et effectivement, donc j'ai lu La Rose de sable, évidemment, on a affaire à un véritable héros à proprement parler, comme décrit dans l'avertissement, alors que Pierre Costal, lui, il est abject, odieux, misogyne, il est complètement misogyne. Donc un petit extrait par exemple, que j'avais noté mais sans noter la page, donc je ne l'ai pas retrouvé dans le livre, excusez-moi, mais il écrit les jeunes filles sont comme ces chiens abandonnés que vous ne pouvez regarder avec un peu de bienveillance sans qu'ils croient que vous les appelez, que vous allez les recueillir, et sans qu'ils vous mettent en frétillant les pattes sur le pantalon. Voilà. Mais voilà, ça aussi ça donne le ton, mais on reparlera tout à l'heure un peu plus en détail de cette misogynie. Mais le roman s'ouvre sur une lettre de Thérèse Pandevin, qui est une admiratrice de Costal, complètement folle, elle est folle. En fait, elle est profondément religieuse, croyante, pratiquante, mais elle fait un amalgame, en fait, elle confond un peu le Jésus-Christ avec Pierre Costal. Bon, alors, c'est un personnage très secondaire dans le récit, cependant, parce que le véritable deuxième personnage principal, après Costal dans cette série, c'est André Agbo. Voilà. André Agbo qui écrit à Pierre Costal, voilà. Alors elle, c'est une femme très intelligente qui est amoureuse de Costal et qui souhaite se donner à lui. Seulement, elle n'est pas jolie, alors il se refuse à elle. Et elle en souffre. Et elle s'offre en fait formellement à l'écrivain dans une lettre. Donc on va lire un extrait un petit peu pour que vous voyez peut-être un peu aussi le style. Alors, c'est pas vraiment le style de l'écrivain, puisque là c'est une lettre d'André Agbo, bon, écrite évidemment par Henri de Monterland, mais vous voyez ce que je veux dire. Il modifie un petit peu son style pour coller, quoi. Voilà. Donc là, elle lui fait une proposition, pour vous situer le contexte, où elle dit, bon bah, aimez-moi pendant 2 mois, faites semblant pendant 2 mois de votre vie, moi j'aurais eu votre amour, j'aurais eu 2 mois de bonheur, et ensuite, vous pourrez m'oublier, vous ferez de moi ce que vous voudrez, je m'en fiche. Voilà. Ne croyez pas que, même à 30 ans, j'ai de l'amour physique un besoin extraordinaire, plutôt un besoin cérébral. C'est en vérité par acquis de conscience que je voudrais l'avoir connu, et qu'ensuite ce soit fini, être vacciné, apaisé. Apaisé dans mon esprit, comprenez-vous, comme lorsqu'on est bien installé dans son train, qu'on a eu peur de manquer. Je suis encore, pour l'essence, une très petite fille. Tout ce que je vous offre est frais et neuf comme au premier matin, parfaitement digne, dans sa simplicité, de votre grandeur. Je ne vous pardonnerai jamais de me forcer à l'offrir hors de l'amour. Et ne prononcez pas ce mot de collage que, bon voilà, blablabla, ensuite ça continue. Mais voilà, il y a des petites métaphores, des choses comme ça, et vous voyez, en fait, elle signe André, et on a les indications. Cette lettre est restée sans réponse, par exemple. Et le roman est construit comme ça en plusieurs parties, donc je trouve ça très bien, ça aide vraiment à comprendre les personnages et à rentrer vraiment dans leurs pensées intimes. En fait, vous voyez qu'une grande partie du livre, finalement, ce sont des lettres que s'échangent les personnages entre eux, sous forme de correspondance. Donc les passages narratifs sont d'abord en second plan, et ils prennent de plus en plus de place au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, et notamment dans les livres suivants, donc dans Pitié pour les femmes, Le démon du bien et Les lépreuses. Il y a de moins en moins de lettres et de plus en plus de passages narratifs, mais en tout cas c'est très marqué au début du livre, il y a beaucoup de lettres et très peu de passages narratifs. Et alors plus tard dans l'histoire, Costal va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Solange et il va vouloir la séduire. En fait, tout simplement, on suit cette intrigue. En fait, est-ce qu'il va réussir à séduire Solange? Solange qui sera un personnage très important dans les autres livres de la série. Mais dans ce premier volume, on a l'impression que c'est pas un personnage en fait, que c'est plutôt un objet. C'est juste un objet. Et en fait, Costal traite les femmes comme des objets. Il l'écrit lui-même, ça, dans ses carnets. À un moment, on peut lire son journal intime et il écrit l'objet pour désigner Solange. En fait, il ne la considère même pas comme un être vivant, en fait. C'est-à-dire que c'est une proie, c'est un objet. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un d'odieux et de prétentieux, en plus d'être cruel, puisque vous voyez, là, dans l'extrait que je vous ai cité, André Agbo s'offrait formellement à l'écrivain et la lettre est restée sans réponse.
Alors sur la 4e de couverture, donc là c'est un extrait choisi, c'est pas un résumé, c'est un extrait, donc on va pas le lire. Mais il y a une citation, donc lisez cela, c'est plus qu'un roman, c'est à mon sens ce qui a été dit de plus cruel et de plus vrai sur les jeunes filles. Bon, moi je j'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qu'il y a de plus vrai, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est une vision particulière. En fait, donc Henri de Monterland, qui se défend d'être misogyne, mais bon, force est de constater qu'il l'est un petit peu quand même. Ça se ressent vraiment en fait dans les jeunes filles. Et au-delà de ça, en fait, dans sa vie, il était homosexuel, et donc il fait partie de ces auteurs en fait, comme Proust, qui dépeignent des relations amoureuses entre hommes et femmes, alors bah, qu'ils sont homosexuels et que ça les intéresse pas, les relations entre hommes et femmes finalement. À titre personnel, je veux dire. Et ça rend toujours un peu la chose voilà, particulière. Donc c'est pour ça que je trouve que cette série de livres est intéressante. Et j'ai d'ailleurs fait un tour sur Wikipédia pour regarder quelques avis qu'ont pu avoir certains auteurs sur ce livre. Alors il y a Stefan Zweig qui a écrit Le joueur d'échecs, là, dont on m'a traité dans la voix au chapitre épisode 7, il me semble, qui a dit donc voici sans doute un des romans les plus importants de la littérature contemporaine. Et il y a aussi un avis d'Amélie Nothomb qui est assez évocateur à mon sens, donc je vous le lis. Je lus pour la première fois le roman que j'allais le plus relire, plus de 100 fois, la série Les jeunes filles de Monterland. Cette lecture jubilatoire me confirma dans l'idée qu'il fallait tout, sauf devenir une femme. Le terrible dans les portraits de femmes de Monterland, c'est qu'elles existent. On a beaucoup dit que Monterland était un auteur antiféministe. Il y a quelque chose de très salubre dans cette misogynie. Toute femme devrait avoir lu ces livres, justement pour se dire « Attention, tu pourrais te changer en cet être génial ». Bon voilà, c'est très intéressant comme point de vue, car finalement tout le monde peut y trouver son compte, on peut se servir de ce livre comme d'un manuel explicatif en quelque sorte, pour voir la vision d'un homme profondément misogyne. Mais la thèse défendue finalement, c'est qu'un homme ne peut envisager de relations sérieuses avec une femme sous peine de perdre sa liberté. Ça rappelle les paroles de ma liberté, justement, chantées par Serge Reggiani, dans des termes bien plus poétiques et plus positifs, finalement. Hein. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare, etc. Puis à la fin, je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Voilà, c'est la même idée, sauf que c'est juste une prison, et il y a juste une geôlière, qu'elle soit belle ou pas, c'est quand même une prison, quoi. Enfin, c'est la morale, en tout cas, un peu de ce livre. Et puis, c'est moins de l'amour, en fait, que de la possession charnelle, de l'emprise et de la domination, finalement, et sous différents rapports comme ça. Alors, au-delà de tout ça, il y a quand même une certaine valeur esthétique dans ce livre, ne serait-ce que parce qu'il y a un fort potentiel à en tirer des aphorismes. À la Oscar Wilde un petit peu, ça me fait penser à Oscar Wilde. Les livres de Monterland en sont truffés, donc de tête, celui qui m'a le plus marqué, il est page 81. Vous voyez, vous avez fait tout ce qu'on pouvait faire pour que je m'attache à vous de tout mon cœur, car tout en vous refusant, vous vous offrez, cher monsieur, et c'est cela que vous ne voulez pas voir. Se laisser aimer, c'est aimer déjà. Voilà. Se laisser aimer, c'est aimer déjà. Là, on a un fort potentiel d'aphorisme. Mais il y en a plein d'autres. Page 111, vous avez... Il n'est pas un jour depuis que je suis revenu où les larmes ne me soient jaillies des yeux, sous l'assaut d'une pensée douloureuse. Mais cela ne dure que quelques secondes. Le reste du temps, je vis, je ris, je parle, j'écris. Pas atteinte en apparence. Ce qui me révèle à moi-même, ma blessure, c'est que je ne peux plus chanter. Avant, je chantais toujours dans les pires périodes. Maintenant, non seulement cela ne me vient plus, mais si je m'y efforce, cela ne sort plus. Ô Costal, de quoi les hommes souffrent-ils? Il n'y a qu'une souffrance, c'est la solitude du cœur. J'ai fait une liste des atouts de ma vie, voilà, mais bon. Il n'y a qu'une souffrance, c'est la solitude du cœur. Moi, je vois tout à fait Oscar Wilde écrire ça, vous voyez, dans un de ses bouquins également, quoi. Et si on sort un petit peu des aphorismes, il y a quelques formules que j'affectionne, mais bon, là, c'est tout à fait personnel. À un moment, André Agbo écrira à Costal, par exemple, « Je vous aime comme on aime un enfant dont on sait qu'il a une maladie du cœur et qu'il mourra à 20 ans. » Je trouve la formule particulièrement belle. Et il y a aussi des réflexions sur le bonheur et la façon de voir le monde qui sont empreintes d'une certaine ironie, finalement. On va lire la page 123 ensemble, un très court extrait aussi. Alors ici, on est dans un passage narratif, ce n'est plus une lettre. Il arrive toutefois que l'homme ait une conception positive du bonheur. Le bonheur est alors pour lui la satisfaction de la vanité. Cela, bien entendu, avec 1000 particularités individuelles, car chaque être se fait de son propre bonheur une idée absolument incompréhensible pour son voisin.
La vanité est la passion dominante de l'homme. Donc là encore un aphorisme finalement. Il est faux qu'on puisse faire tout ce qu'on veut aux hommes avec de l'argent. Mais on peut faire tout à la plupart des hommes en les prenant par la vanité. Presque tous se priveraient de manger et de boire une journée durant si à cette condition, au cours de la journée, ils devaient obtenir une satisfaction de vanité. Un homme sans vanité n'est pas dans le jeu. Il jette un froid, on le tient à l'écart. Pour l'homme, il s'agit donc moins d'être heureux que de faire croire qu'il l'est. Un jeune médecin du bled, récemment marié, disait avec ingénuité, sans se rendre compte à quel point sa phrase était magnifique, « Je suis extrêmement heureux, mais il faudrait avoir quelqu'un à qui le dire. » Voilà. Donc voilà, ce que je souhaite dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec la thèse défendue par l'auteur, hein, évidemment, simplement qu'il y a cette vision bien défendue par le style, et on y retrouve certaines réflexions, certaines formules qui sont assez expressives et qui pour moi font forte impression parce qu'elles sortent voilà, du thème de fond pour quand même livrer certaines considérations un peu plus universelles finalement. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué la première fois que je l'ai lu, et j'ai aussitôt acheté les 3 volumes suivants, que j'ai lus très rapidement aussi. À mon sens, cependant, le premier tome se suffit à lui-même, il y a une conclusion assez bien menée à la fin de ce livre, qui fait qu'on n'est pas obligé de lire les 3 autres, alors, qui sont très bien aussi, mais simplement voilà, s'il y avait qu'un seul tome, en fait, ça se tiendrait en lui-même, et en fait, on peut lire les 3 autres si on veut savoir comment les personnages évoluent, et voir la vraie conclusion finalement, mais le premier tome est déjà très bien. Et pour conclure, je donnerai une dernière citation, qui est présente dans le livre, mais pareil, j'ai pas noté la page malheureusement, mais qui illustre bien voilà, ce que je disais à l'instant. Être aimé plus qu'on aime est une des croix de la vie, parce que cela vous contraint soit à feindre un sentiment de retour qu'on n'éprouve pas, soit à faire souffrir par sa froideur et ses rebuts. Voilà. Pour moi, ça témoigne de ce que je disais, de cette universalité des sentiments, finalement. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions comme ça qui me font penser à Oscar Wilde. Notamment dans le portrait de Dorian Gray, il y a le Lord Henry, Henri en fait, hein, en bon français, ami du peintre, qui tient des discours qui ressemblent fortement à ceux que Pierre Costel tient également, notamment sur les considérations autour du mariage. Voilà. Donc le Lord Henry va dire que le mariage c'est la perte de la liberté pour l'homme, et Henri de Monterland soutiendra finalement la même thèse. Donc bon voilà, il y a quand même un petit point commun, on en pensera ce qu'on voudra, et c'est quand même une super conclusion que je viens de vous sortir là. Tu t'abonnes et tu mets un pouce bleu, merci. Alors, j'espère que je vous ai donné envie de lire Les Jeunes Filles de Monterland, qui est donc, puisqu'il s'agit d'un autre pain de ce jour, l'un de mes livres préférés. Et comme je le disais en début de vidéo, il y aura au moins un autre épisode qui devrait sortir dans un futur proche de notre pain de ce jour, mais il y aura d'autres vidéos en attendant sur la chaîne, j'essaye de tenir le rythme. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé celle-là, passez une bonne semaine et à très bientôt, ciao.